L'épisode de cette semaine est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique en ligne préférée pour tous mes besoins d'équipements sportifs ou de plein air. Ils ont plus de 400 marques, 60 marques canadiennes, dont les plus grosses que vous connaissez, les Hoka de ce monde, New Balance, Adidas. Ils ont plus de 40 ans d'expérience. Et moi, la raison pourquoi je les apprécie particulièrement, c'est la rapidité de livraison. Je vous en avais parlé, mais les souliers Adidas T-Rex, c'est mes souliers préférés de trail. C'est rendu les souliers que j'utilise tout le temps. Et j'ai eu besoin de m'en recommander dernièrement. Ils viennent de sortir les deux. Le Adidas T-Rex Ultra Speed 2, je crois que c'est le nom exact. Là, on commence à parler d'un long nom. Ça se peut que je me trompe d'un mot ou deux. Mais bref, ils ont sorti les deux et je les ai commandés le lendemain, c'était chez nous. Honnêtement, ça va extrêmement vite. Si vous devenez membre, vous avez accès au retour gratuit. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous voulez retourner vos produits. Et plein d'offres exclusives aussi si vous devenez membre. Utilisez le code promo UPICA 2026 en un seul mot pour économiser jusqu'à 20% de rabais. Toutes les informations sont dans la description du podcast. Merci Altitude Sport. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, encore un coin du geek, Charles Castonguay et moi uniquement, où est-ce que Charles nous parle des différents types d'intervalles. Donc, il part d'une étude qui explique qu'est-ce qu'on devrait viser lorsqu'on fait des intervalles. Et ensuite, il vient prendre plein d'exemples d'intervalles, expliquer les forces et les faiblesses de chacun. C'est absolument fascinant, surtout pour des gens qui aiment ça un peu faire construire des théories autour de l'entraînement puis faire vos propres programmes, faire vos propres entraînements. Là, vous pouvez voir vraiment plusieurs types d'intervalles, quelles sont les forces, comment les utiliser, quelles sont les faiblesses, à quoi faire attention. Charles, il nous fait vraiment un deep dive, il aurait pu continuer encore des heures. Si jamais vous aimez ça assez, dites-nous-le dans les commentaires puis on va revenir avec d'autres types d'entraînement par intervalle. Et c'est ça, le podcast est présenté par UPICA, tous vos besoins de nutrition en sport d'endurance. Allez au upica.ca pour voir notre gamme de produits. Utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre commande. Bon coin du geek! On est parti pour de vrai. Ça part. Coin du geek dans la pénombre. Dans la pénombre du crew. Il va y avoir des petits bruits de fond, peut-être qu'on va réussir à les enlever, mais c'est ça qui arrive, man. Il y a du monde qui s'entraîne. Ouais, on est content. Il y a de la popularité. On est content de la popularité. Puis il y a aussi, il y avait personne qui avait réservé quand on avait planifié notre affaire, mais c'est la pire température que j'ai vue depuis longtemps. Ouais. J'adore l'hiver, mais là, comme on est le 3 avril... Ouais. Genre de la pluie grésil, c'est pas l'hiver, marde, c'est vraiment de la merde. Ouais, ça c'est comme... Bon, coin du geek, Charles, de quoi on parle? Aujourd'hui, nous allons parler de la pertinence de certains intervalles et pourquoi certains intervalles ont été dernièrement reconnus comme étant plus pertinents que peut-être d'autres types d'intervalles. Et je vais starter notre conversation avec une étude qui mesure justement un peu... Pourquoi on devrait considérer un intervalle peut-être meilleur ou bon et qu'est-ce qu'on devrait considérer comme pas une mauvaise intervalle parce que ça n'existe pas une mauvaise intervalle mais peut-être moins bon, moins pertinent à faire, moins spécifique, disons-le comme ça. Donc, c'est super pertinent pour les gens qui veulent builder leur programme. Je sais que c'est pas quelque chose qui est super intéressant à dire pour toi, considérant que c'est ça que tu fais dans la vie, builder des programmes pour les gens. Mais si vous voulez vous intéresser un peu à faire vos propres entraînements et tout, de connaître ces affaires-là, c'est important. Puis même pour les coachs qui nous écoutent. Ouais, 100%. Puis, tu sais, sortez calepins et crayons pour prendre des notes parce que si vous aviez aimé la séance qu'on avait fait sur les entraînements marathon, demi-marathon et tout, ben là, je vais en donner des exemples un petit peu à pu finir. Là, fait qu'on est sur une bonne ride, là, probablement. Tu peux m'arrêter de m'en donner si t'es écœuré parce que, honnêtement, j'ai 7 pages de contenu, mais j'aurais pu en avoir 14. Là. C'est juste que demander, j'étais écœuré. 14, ça aurait été du J'aurais été écœuré, puis j'étais comme bon. Allons-y.
Fait que je te parle d'une étude de Oden 2024 qui est vraiment très intéressante. Puis je suis sûr que tu vas comme être intéressé justement par le concept. L'étude se nomme The higher the fraction of maximal oxygen uptake is during interval training, the greater in the cycling performance gain. Non, excuse, je recommence ça. Je l'ai mal dit. Tu peux la faire une traduction libre. Là, je peux-tu faire une traduction libre? Okay. Ouais. Le plus haut pourcentage de VO2 développé dans une séance d'intervalle, le meilleur le gain est. Ouais, c'est bon. Et je rajouterais... Ça ressemblait à ce que tu avais dit. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, parfait. Dans la pénombre, on dit que j'ai la misère à me lire. Mais je dirais aussi, en termes de temps, aussi, le temps passé à un plus haut pourcentage. Donc, pas nécessairement... On va en parler, 100% de ton VO2 max le plus court possible, mais aussi peut-être, mettons, un 88% de ton VO2 max sur du plus très long. Ouais. Fait que c'est une petite subtilité qu'il mentionne beaucoup dans l'étude aussi. Donc, allons-y comme suit. On sait depuis longtemps en endurance que l'entraînement intense peut varier. Donc, le VO2 max, la puissance aérobie, la performance et certains marqueurs de seuil. Mais une question reste floue. Quel est le facteur déterminant? Est-ce la puissance prescrite à l'entraînement, la fréquence cardiaque prescrite à l'entraînement, le temps à un certain rythme de fréquence cardiaque, le temps à un certain rythme, à un certain pourcentage de VO2, ou la fraction moyenne de tous ces paramètres-là sur une durée. Là. Fait que c'est un peu incertain. Qu'est-ce qui est le meilleur à prescrire? Et comme je le dis, il n'y a pas de vraiment meilleur, il y a juste des choses qui, eux, prouvent comme étant un petit peu plus efficaces pour développer certaines choses, disons-le comme ça. Donc, cette étude cherche justement à identifier quel facteur provoque le meilleur ou reflète le meilleur stimuli adaptatif réel pour ce qu'on veut développer chez un athlète d'endurance, soit une capacité à soutenir un effort long, soit un haut pourcentage de sa fréquence cardiaque maximale, un haut pourcentage de son VO2, un haut pourcentage de son seuil, etc., etc. Ils ont utilisé 22 cyclistes très bien entraînés, 13 hommes, 3 femmes. Malheureusement, comme dans la plupart des études, les femmes sont sous-représentées. 67 de VO2 max moyen. Quand même des très bons athlètes. 67, c'est assez intéressant. Durée de l'étude, 9 semaines. Assez long protocole. Sur une structure d'entraînement, l'intervention était divisée en 3 périodes de 3 semaines. Les participants effectuaient environ 21 séances d'intervalle sur les 9 semaines. C'est ici que l'étude devient très intéressante car les participants ont réalisé des séances de 5 fois 8 minutes avec 3 minutes de recovery. Mais le détail intelligent, c'est que les auteurs ont fait varier la forme des 8 minutes tout en gardant la même puissance moyenne globale. OK. Les 3 séances étant période 1, 3 semaines de temps, 30 secondes à 118% de ta puissance critique, le power output 40 minutes. FTP, là, ouais, mettons, c'est CP40, là, ouais, c'est Critical Power 40, fait que ton meilleur résultat moyen sur 40 minutes qu'il avait estimé avant. 118% à 30 secondes, 15 secondes à 60% que tu répètes pendant 8 minutes. Du 30-15 pendant 8 minutes. Ouais, avec 118-60 sur un CP40, on va dire. 15 de rest, ouais. OK, c'est des short rests. Ouais. 60 secondes, période 2. Donc, 3 semaines de ça, 3 semaines. 60 secondes à 110% de CP40. 60 secondes à 90% de CP40 pendant les 8 minutes. Fait que là, tu fais le calcul. Over-under plus classique. Ouais. Et le dernier, c'était 8 minutes à 100% de ton CP40. 5 fois. Fait que ça te donne un 40 minutes environ. Ouais. La mesure clé, c'était le VO2 max pendant toutes les séances. Toutes les cyclistes avaient le masque dans toutes les séances, puis on mesurait les fractions de VO2 maintenues durant toutes les séances. C'est vraiment intéressant. C'est une des forces du papier, justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont fait ça dans la vie. Donc, la VO2 était mesurée pendant tous les intervalles, le pourcentage de la VO2 max utilisé, etc. Des variables principales qui ont été analysées, c'est justement le pourcentage pendant les séances. Et les autres variables intéressantes qu'on voulait voir, c'était le temps passé à 90% ou égal du VO2 max. Fait que combien de temps chacun avait passé à 90% et plus de leur VO2 max. Variable comparée également le pourcentage de fréquence cardiaque maximale, le temps aussi en haut de 90% de la fréquence cardiaque maximale. Les auteurs voulaient voir quel indicateur prédisait le mieux les adaptations. Donc, on fait beaucoup de tests avant et après, puis on voit quel facteur qu'on a vu
qui prédisait mieux les adaptations qu'on voulait souhaiter. Avant et après l'intervention, les auteurs ont mesuré plusieurs marqueurs, les principales variables de performance, donc le Maximal Aerobic Power, donc la puissance maximale atteinte lors du test de VO2 max, la puissance à 4 millimoles de lactate, la puissance, un CP15, on va dire, là, donc la puissance maximale sur 15 minutes, le CP40, encore une fois, le puissance output 40 ou CP40, donc un test maximal sur 40 minutes. Ensuite, on avait des déterminants physiologiques qui étaient mesurés, comme le VO2 max, le pourcentage de VO2 max à 4 millimoles, le gross efficiency qui appelle, donc l'efficacité ou l'économie ou l'efficacité mécanique, la masse d'hémoglobine et toute une batterie de tests, finalement, qui était très, très complète. Puis c'est, à ma connaissance, la première étude qui veut mesurer pendant toutes les séances d'intervalle qu'ils font durant toute l'intervention de 9 semaines le paramètre VO2 puis tout ça. C'est quand même vraiment approfondi comme étude et très intéressant. Et ce qu'on se rend compte, l'étude montre que, évidemment, là, tu te dis, ben là, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. L'étude montre que plus la fraction de VO2 atteinte pendant l'entraînement par intervalle est élevée et par le fait aussi long, donc élevé mais aussi long, il y a comme un ratio qu'il faut essayer de respecter, plus le gain de performance en cyclisme tend à être très important. Donc le cœur du papier, c'est peu importe le format, les athlètes qui ont réussi à travailler un plus haut pourcentage, un plus haut fraction de leur VO2 max sur le long terme progressent davantage. Donc, c'est quoi ce pourcentage de VO2 max-là? Ben, on pourrait dire autour de 90%, mais ça peut varier d'un individu à l'autre. Il faut personnaliser un petit peu. Mais il faut voir ça comme un espèce de ratio temps versus pourcentage. Pour un athlète d'endurance, qu'est-ce qu'on est capable d'optimiser comme travail? C'est quoi le sweet spot? Oui, exactement. Fait que tu sais, c'est-tu travailler 4 minutes à 100% de ton VO2 max ou de travailler 40 minutes à 92%. Ou 40 minutes à justement 90 ou 88% de ton VO2 max. C'est plus vers ça qu'on tend à aller dans l'étude, justement. Donc, le message scientifique clé, c'est l'efficacité d'une séance d'intervalle dépend moins de sa réputation ou de sa structure principale que du stimuli physiologique qu'elle va produire réellement. Et l'application numéro 1 qu'on en tire, c'est de juger une séance par sa réponse interne et pas par son apparence. Donc, on s'en fout à quoi elle ressemble sur le papier, mais on devrait la mesurer son efficacité par la réponse physiologique que ça va attirer chez un athlète. Par exemple, mettons, je te donne 2 séances où on le fait sur le tapis, je te mets le masque de VO2, on observe pour toi quelle séance on est capable d'aller chercher un meilleur ratio, un gros pourcentage de VO2 max sur une quantité qui est quand même raisonnable pour toi. Puis c'est cette séance-là, finalement, qui est optimale pour toi. Plutôt que de dire, on va faire le 4x4 norvégien à 100% du VO2 max ou 98%, puis finalement, tu te rends compte que toi, tu le fais, puis finalement, tu n'as pas passé beaucoup de temps au pourcentage parce que ça t'a complètement cassé ou tu as été overwhelmed un peu trop rapidement, la récupération n'était pas optimale, etc. Donc, c'est vraiment très personnalisé comme approche. Est-ce que il ne faut pas se poser la question justement, est-ce que la séance est dure, mais est-ce qu'elle me fait réellement travailler une forte fraction de mon VO2 max assez longtemps? Une bonne séance d'intervalle est une séance qui maximise un stimulus utile, mais pas une séance qui est juste dure, difficile. Plus le pourcentage de VO2 max atteint à l'entraînement est élevé, plus les gains tendent à être grands, aussi avec une relation de temps au-dessus de ou égale à 90% du VO2 max. Compte aussi. Donc, le plus longtemps possible à une fraction élevée. Exactement. Mais des pourcentages élevés, fait que là, on parle pas, là, tu sais, tu donnais l'exemple de 40 minutes à 90%. 40 minutes à 90%, ça se fait pas vraiment. Là. Ben, tu sais, si tu regardes, mettons, au niveau, moi, je fais des tests de lactate, puis des trucs comme ça, puis des VO2, puis tu te rends compte, finalement, que le deuxième seuil, tu penses qu'il est à combien, toi, de ton pourcent de VO2 max, t'sais? 90%. C'est ça, exact. Fait que tu sais, quand on le décline de cette façon-là, tu fais, OK, ben finalement, travailler au seuil, c'est vraiment une bonne séance, finalement. Parce que, tu sais, ce que j'observe, moi, c'est que les gens un peu moins entraînés, ça va du 85,
peut-être 82. Les gens très entraînés, ça va être très proche en endurance. Là. Ouais. Mettons, un Thomas Fafard, son deuxième seuil est proche de son VO2 parce qu'il est capable de tenir très longtemps ce paramètre-là. Fait que finalement, tu te rends compte que des séances à 90% ou à 88%, c'est quand même un beau spot pareil là, pour développer ton VO2 max. Parce que tu es capable de tenir un haut pourcentage. Ouais. Puis tu le maintiens très longtemps, comparé à une grosse séance de VO2 très difficile de 4 minutes ou de 10 fois 1 minute, que finalement, le réel temps passé à haute intensité n'est pas très élevé parce qu'il y a un phénomène aussi de preload qu'on appelle de charge préliminaire qui fait que ta minute, mettons, au niveau neuromusculaire, tu vas être complètement cassé, mais est-ce que la minute, t'as-tu monté tant que ça, dans l'intensité qu'on veut aller chercher? Fait une intensité un petit peu plus longue, peut-être aurait cette efficacité-là de build-up que tu es capable d'aller chercher longtemps un haut pourcentage de ton VO2. L'application numéro 2, c'est que les récupérations trop longues nuisent au stimulus aérobie, au stimulus aérobie. Fait que si on bâtit une séance, si la récupération est trop longue, le VO2 redescend trop bas. Donc, il faut remonter à chaque répétition. Le temps utile diminue. Le temps utile étant le temps le plus haut possible à VO2 max. Donc, une séance jolie sur papier, genre un 4 x 4 minutes avec 4 minutes de pause, ben, c'est peut-être pas si productif que ça, finalement. À moins qu'on la fasse ensemble et qu'on se rende compte que, wow, tu as réussi à vraiment tenir 100% de ton VO2 max ou 98% selon ce qu'on avait planifié. T'sais. Application numéro 3, les micro-variations d'intensité peuvent être très intelligentes dans ce contexte-là. C'est très intéressant parce que tu te demandes souvent sur, mettons, toutes mettons, on fait un double threshold, on fait un fartlek, on en parlait du over-under. C'est une intensité légèrement variable, mais qui peut permettre de garder une demande aérobie qui est très, très, très élevée. On en fait souvent ici au crew d'ailleurs. Puis de mieux gérer le lactate, puis d'avoir un temps cumulatif qui est très élevé, un travail de qualité finalement. Le premier exemple qu'il donnait du 30-15, c'est un peu ça, là, des repos super courts. Ça fait que ça permet jamais à ton heart rate de redescendre. Ouais. Mais ton 30 secondes, il n'est pas à 100% de ton VO2 non plus, parce que ça serait pas soutenable de faire 30-15 sur 8 minutes 5 fois non plus. Là, ça serait vraiment très intense. Fait que, j'avais pas la fraction exacte, mais probablement que c'était autour de 94, 92 ou 95% du VO2 max. 118 de ton critical power, c'est quand même du stock. 118 de ton C'était 118% de ton critical 40. Du 40, oui. C'est quand même fort, là. Tu pousses fort, là. Oui, tu pousses fort quand même. Mais mettons, ça reste pas 100% de ton VO2. C'est pas exactement ça. C'est pas un sprint de 30 secondes. Non, exactement. Ben, ça doit être proche du VO2, mais ça, en tout cas, il faudrait faire le calcul exact. Mais je pense que ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. La meilleure séance, application numéro 4, la meilleure séance n'est pas toujours celle qui explose l'athlète. On en a glissé un mot. Une séance optimale devrait idéalement élever fortement la VO2, maintenir une bonne densité, donc une durée aussi qui va être soutenable, être récupérable, s'intégrer dans la semaine d'entraînement parce qu'une séance très intense isolément peut être une mauvaise idée si elle ruine les 24-48 heures suivantes et qu'elle détruit ta qualité de volume ensuite ou t'empêche de faire toutes tes sorties à seuil ou tes sorties longues après, finalement. Ce qui m'arrivait souvent dans mon plus jeune temps où c'est le fun de crisser une volée, mais après, justement, la récupération, tes autres séances, un peu plus tough. Je sais pas si c'est la même chose pour toi un peu. En natation, définitivement. Mais est-ce que la règle du si tu te mets les mains sur les genoux, t'es trop vite, ça tient la route? Ouais, je pense que oui. C'est une bonne règle quand même. C'est une bonne règle. Si à la fin de tes reps, tu te mets les mains sur les genoux parce que t'es complètement défoncé. Peut-être trop vite. Ou t'es à terre complètement. Sauf la dernière rep. Ouais, exact. Et l'application numéro 5 de l'étude, individualisation plus. Donc, 2 athlètes peuvent faire la même séance sur papier à des mêmes pourcentages de VO2 estimés, on va dire, et recevoir un stimulus totalement différent de l'entraînement, dépendamment de leur physiologie à eux. L'entraînement doit être individualisé selon la réponse interne. Et là, on parle pas seulement de la puissance et de l'allure prescrite, parce qu'on le sait que c'est des bons paramètres, parce qu'à un certain moment donné, tu veux faire ta course à tel wattage ou à telle allure, mais peut-être qu'un pourcentage de VO2, un quantité X de lactate ou un pourcentage de fréquence cardiaque maximale, ça pourrait être un peu mieux. Un meilleur prédicteur. Oui, c'est ça. Ou un pourcentage de seuil, etc. Ça pourrait être
permettre de mieux individualiser. Là. Ouais. Parce que moi, comme on dit, j'en fais des dizaines de tests, puis on se rend compte justement que quelqu'un peut avoir la même finalité, le même dernier palier, mais avec des seuils complètement différents à quelqu'un d'autre. Puis ça, ça a un impact sur sa durabilité, sur plein d'autres facteurs. Là. Fait que c'est quand même assez important d'individualiser la séance et de la faire avec la réponse interne du corps aussi. Puis c'est ce que je dis tout le temps aux athlètes aussi. Là. C'est correct l'allure, mais si t'es 30 battements au-dessus, ce qu'on veut, on s'en fout de l'allure. Là. Le heart rate en premier. Là. Ouais, ralentis un petit peu. À défaut d'avoir le masque puis le lactate en temps réel, le heart rate en premier. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, oui, c'est ça. Fait qu'idéalement, tu voudrais un masque pour faire toutes tes séances, mais on s'entend que c'est pas très possible. Lactate, pourcentage de fréquence cardiaque maximale, peut-être, mais surtout, je trouve les fréquences cardiaques ciblés avec les seuils sont meilleurs. Dans l'étude, eux, ils disent que justement, c'est bon, les fréquences cardiaques, mais si tu le fais avec un pourcentage de fréquence cardiaque maximale, mais c'est pas aussi précis qu'un pourcentage de VO2 max. J'amènerais un petit bémol personnel là-dessus que si tu as fait un test puis tu connais tes seuils, ça te permet au moins de cibler un peu mieux. Pourcentage de fréquence cardiaque maximale, pas très individualisé selon moi. Mais bref, à voir. Donc, sur cette belle introduction qui nous a un peu mis la base sur qu'est-ce qui est important à avoir dans un intervalle qui va être efficace pour un athlète endurance. Disons-le comme ça, parce que si tu fais du 400, du 100 mètres, du sprint, mais je pense pas que les sprinteurs nous écoutent bien. Non, c'est ça. Hein? Je pense pas non plus. La seule paramètre qu'ils vont moins regarder, qui se transfère moins directement, justement, c'est qu'il faut faire attention à la charge mécanique, l'impact musculo-tendineux, la fatigue des contractions musculaires excentriques, etc. Le coût des relances qui ne sont pas calculés dans ce type d'entraînement-là, mais que mettons que tu t'entraînes pour un 5000 mètres, faire des intervalles à 5000 mètres longs ou à un haut pourcentage, ça reste pertinent quand même. Il y a une périodisation, c'est le bémol qu'il faut quand même amener à tout ça. Donc, preload intervals. Est-ce que tu as déjà fait des... On va parler de plein... on l'a même pas dit, mais je vais parler de plein de types d'intervalles. C'est ça. C'est là qu'on est rendu. Puis quelques-uns basés sur des études qui ont prouvé que ça c'est bon pour appliquer le modèle que je viens de parler justement. Essayer de maintenir un long pourcentage de ton VO2 sur du long terme, là, justement, un haut pourcentage sur du long terme. Preload, sais-tu un peu à quoi ça ressemble? Preload, premièrement, quand on a couru une couple de fois ces tracks cet été, toi puis moi, il y avait un peu de preload dans nos trainings, c'est-à-dire... Là, je dis de mon expérience, de ce que je crois être le preload, tu me corriges évidemment si je me trompe, mais on commence le training avec un 3 kg au seuil ou au tempo seuil. Ouais. Puis, fait que là, ton heart rate qui monte, ta lactatémie monte, puis après ça, on se claque. OK, là, on passe des 1200 ou des 800. Des 200, on l'avait fait, là. Des 200. Puis des fois, on refaisait un preload avant de refaire. Un 3 kg 10 x 2, 3 kg 10 x 2. Ouais, fait que là, quand tu arrives dans les 10 x 2, ton heart rate est déjà assez élevé. Puis en vélo, sur Zwift, il y a beaucoup de training Zwift qui a un preload, il y a un preload inclus dans le training. Fait que j'imagine que la science de ce que tu me parles, du preload en vélo m'apparaît comme assez connu, avancé. Là. Ça semble être quelque chose qui est connu. Ouais. Ici, je sais qu'ils le font là, au cartel, l'autre bord. Ici, on le fait aussi là, dans les intervalles plus tempo. Oui, il y a souvent 5 minutes en début de training avant de faire des over-under. Si on aurait invité Félix, encore une fois, c'est une philosophie que lui aussi applique, sans l'appeler preload. Lui aussi, c'est comme, on fait un 3000 mètres, un 5000 mètres, aérobique, on va dire, pace 30, pace 21, pace marathon. Puis après ça, on fait... Mais fait quand même à intensité élevée. C'est pas un 5 kg, OK, on warm-up. Non, c'est warm-up, un bloc d'intensité, mais intensité modérée. Exact. Et après ça, tu tombes dans le main set. Exact. Fait, dans le fond, mon auteur que je viens de te nommer, là, Oden et collaborateur, en 2024, juste après, il a sorti un autre article qui prenait son idée de son premier article et qui l'appliquait dans le preload, justement. Ouais. Donc, le preload, c'est maximiser le stimulus aérobie d'intervalle court, commencer déjà haut, c'est plus efficace que de partir à zéro. Fait que commencer à faire des... Mettons, tu veux faire des 400 avec pas beaucoup de repos, mais si tu fais un preload avant, physiologiquement, tu es déjà activé, donc c'est plus payant. Ouais.
Et honnêtement, c'est très intelligent pour construire des bonnes séances. L'étude montre essentiellement en une phrase que précharger, le preload précharger la séance avant des intermittents courts améliore la réponse du VO2, le pourcentage de VO2 utilisé et la qualité physiologique du travail. Donc, le preload consiste à précharger physiologiquement l'organisme avant de faire des répétitions principales. Donc, c'est comme un espèce de deuxième échauffement, on va le dire, mais quand même difficile. Donc, calculons pas d'échauffement. Tu fais un effort court ou modérément intense au début. Puis tu enchaînes avec des intervalles qui vont être réalisés dans un environnement activé physiologiquement. Le but étant de pas seulement pré-fatiguer, mais de modifier l'état de départ. Donc, c'est vraiment ça la philosophie. Modifier ton état de départ, le pourcentage physiologique, on va dire, au début, pour maximiser les gains après. Mais ça fait du sens, hein, parce que quand tu penses juste à la dérive de fréquence cardiaque, juste mettons, si tu fais un 6 x 5 minutes au seuil, là, pour le même pace qui va t'amener dans la dernière rep, probablement direct au seuil ou au-dessus, ben le premier 5 minutes, t'es à 10-15 battements en dessous. T'sais. Exact. Tandis que si tu vas monter déjà ton plancher, ben là, tu commences déjà avec un pourcentage plus élevé de ton VO2 dès la première rep. T'sais. Exact. Puis, sauf que ça demande quand même de réguler la vitesse parce qu'après ça, il y a une dérive cardiaque quand même. Oui, c'est ça, exact. Puis tu vas voir, il y a le prochain que je te parle, le prochain type d'intervalle, ça fait exactement ça. C'est un peu dans la même philosophie. Fait que dans le fond, au niveau physiologique, qu'est-ce que ça fait? On appelle ça l'accélération de la cinétique du VO2. Donc, ou l'ouverture de la cinétique métabolique. Fait que tu passes moins de temps à monter, à build-upper vers un haut pourcentage, puis tu réduis l'inertie physiologique. Donc, tu vas être capable de maximiser chacune des minutes de ton intervalle. Je vais changer ma petite page. Voilà. Donc, créer un contexte déjà élevé en lactatémie, en pourcentage. Donc, très utile si tu veux entraîner ta clairance aussi du lactate, ton utilisation du lactate. Et ça peut aussi bien stimuler la réalité compétitive. Donc, beaucoup de compétitions qui ne commencent pas frais et stables. Parce que des fois, la compétition, il y a un fast start. Puis de moment donné, ça stabilise parce qu'il y a des attaques. C'est ça, exactement. Là. Fait que ça peut simuler un peu ce modèle-là. Donc, des exemples intéressants. Là, je les ai en minutes, mais après ça peut se transférer en kilomètres si vous aimez mieux. Parce que souvent, il y a beaucoup d'études sur le cyclisme. Fait que eux autres, c'est en vélo, plus en minutes. Plus en minutes quand même. Donc, 3 fois preload, 2 minutes, un petit peu plus au-dessus du LT2. Fait que 2 minutes de preload à LT2+. Récup 30 secondes, zone 1, quand même qu'on reste un peu actif. Puis après ça, 10 fois 30 secondes entre 92 et 100% de ton VO2, 30 secondes à zone 1. Fait que tu fais un espèce de 2 minutes, un petit peu au-dessus du deuxième seuil, 30 secondes pause, 10 fois 30-30. Récupération 2 à 4 minutes selon ton niveau, mettons. Tu sais, ça va faire la grosse différence. Tu vas rentrer dans le 10 fois 30-30 avec une fréquence cardiaque déjà au seuil. Là, exact. Quasiment. Fait que c'est ton pourcentage. Fait que tu vas rester là tout au long. Là. C'est parce que tu vas être 10 minutes au VO2. Ouais, fait que ça te fait un 3 fois. Si tu regardes toutes les récup, 12 minutes, récup 2 à 4 minutes. Tu fais, c'est ça, c'est un beau bloc quand même. L'exemple 2, qui est on appelle ça preload lactate, 6 minutes, 4 minutes prog, 80 à 90% du VO2 max. Ou zone 3 à LT2, disons-là comme ça, ou un petit peu au-dessus du seuil. Fait que ça ressemble un peu tout le temps, les preloads. Là, c'est un peu de tempo jusqu'à LT2 ou un petit peu plus. Donc, ton 4 minutes comme ça, 2 minutes plus élevé, donc on parle plus d'un 94-95% de ton VO2 max. Récupération 2 minutes, 6 fois 3 minutes à seuil, récup 1 minute. Fait que t'es pas obligé d'être tout le temps très mettons, tu sais, au-dessus, là, on va dire que ton intervalle principal, qui n'est pas le preload, mais le deuxième, c'est pas obligé d'être tout le temps du gros VO2 max. Ça peut être du seuil aussi. Là, c'est juste que tu commences ton seuil entamé. Là. C'est ça. Fait que mettons, tu as un preload de 6 minutes progressif, une petite récup, 2 minutes, puis 6 x 3 à LT2, mettons. Ici, vous en faites beaucoup des trainings comme ça au crew. Ben moi, j'adore ce format-là parce que c'est justement... Tu fais un 5 minutes build, après ça, tu tombes dans le 6 fois 4 minutes over-under, des affaires de même. Là. Exact, c'est mon format que puis je l'applique moi-même. C'est payant, là, tu le sens tout de suite dans la première rep, c'est pas la même... Tu sens que c'est pas la même intensité que si tu pars juste un warm-up normal versus... Exact. Il y a aussi la philosophie un peu inversée du preload. Donc, preload court intermittent qu'on appelle donc 4 fois 30-30, zone 5, zone
1 minute récup, 4 fois 5 minutes seuil. Ouais. Fait que tu fais comme un opener. un opener de gros VO2 que tu essaies de faire build, puis après ça, tu fais ton seuil un petit peu plus. Fait on a comme inversé la structure de tantôt, qui est intéressante. Puis sinon, preload spécifique course à pied, que moi, j'aime bien aussi faire de temps en temps. 8 minutes zone 3, 2 minutes à LT2, fait qu'un espèce de 10 minutes de preload, 2 minutes récupération active, puis 4 fois 5 minutes après ça, direct sur le seuil aussi. Ouais. Donc, tu sais, il y a plein d'options. En fait, c'est la créativité après qui est le facteur limitant. Puis après ça, de voir dans ton entraînement, tu es rendu où par rapport à la quantité que tu es capable d'absorber aussi. Là. Tu peux pas te faire un entraînement de 45 minutes. Là. Fait que le preload doit être conséquent aussi à la quantité que tu es capable d'absorber. Mais c'est intéressant le preload parce que ça te permet aussi de mettre du volume. Mais tu sais, dans un bloc, nous autres, on le faisait dans un bloc marathon. Oui, exact. Puis, je veux dire, le 3 kilos au tempo en début d'entraînement d'intervalle, mais ça fait que tu sors de ton training d'intervalle avec 18-20 kilos globalement. Exact. Fait que c'est plus de volume. Puis tu en as quand même on va dire un 10 à 20% de très haute qualité à pace 10, pace 5. Ouais, c'est ça. Très court, mais peut-être, je sais pas, 40-50% à pace marathon, mettons là-dessus. Là, fait que... Très intéressant. J'adore ce format. On en fait souvent au crew. Sans me plugger. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Puis mettez du piquant aux gourdes en même temps. J'allais dire autre chose. Deuxième type d'intervalle, on a parlé du preload, on parle du Fast Start Tempo. Et là, je fais référence à l'étude de Ronstad et collaborateurs de 2020, très intéressante, qui s'appelait Increasing Oxygen Uptake in Well-Trained Cross-Country Skier During Work Intervals with a Fast Start. Donc, l'étude en tant que telle, c'est qu'il comparait un 5 x 5 minutes de deux formats différents dans deux groupes différents. Donc, le premier, c'était le Fast Start qu'on appelait, donc 5 x 5 récup 3. Le 5 minutes, c'était 1 minute 30 à 100% de ta vitesse à VO2 max. Ouais. Et 3 minutes 30 à 85% de ton maximal aerobic speed, donc de la vitesse à VO2 max. 5 x 5. 5 x 5. Donc 5 fois 1,30, 3,30, 100% 85, 3 minutes break, on recommence. Et le groupe traditionnel... 1 minute 30 est à 100% de ton VO2? 100% de ton VO2. Okay. Fait que c'est quand même costaud comme fast start. C'est un fast start, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Le groupe traditionnel, c'était 5 minutes constant à 90% de la vitesse à VO2 max. Dans le fond, ce qui catégorisait le groupe qui avait fait le fast start, c'est que relativement à l'autre groupe, ils avaient tenu plus longtemps un plus haut pourcentage de leur VO2. Même si, en termes de durée, tu regardes, ça s'équivaut un peu. Mais en termes de réponse interne, le groupe... Ce qui nous ramène à la première étude. Exactement. Le premier groupe avec le Fast Start tenait un plus haut ratio. Exactement. Même si la charge mécanique après était moins élevée pendant 3 minutes 30. Puis ça passe possiblement beaucoup mieux un intervalle comme ça que l'inverse. Parce que plus... Le dernier 2 minutes, si tu es à 92%, c'est vraiment tough. Si tu tombes à 85, c'est vraiment mieux. Ouais, c'est ça, exactement. Puis en plus, le RPE, donc le Rate of First Seat Ever, était plus bas chez les personnes qui avaient fait le Fast Start que les personnes qui avaient fait 5 fois 5 à 90. Ouais, exactement. Fait que ça fait du sens. Ouais. N'importe qui fait ça va s'en rendre compte. Là. Puis les tests de VO2 max après étaient supérieurs pour ceux aussi qui avaient fait le Fast Start. Ouais. Donc c'est quand même intéressant de comparer les deux, là, justement. Là. Ça, on n'en fait jamais. Ici peut-être au crew. Ouais, on en fait. Fois, mais moi, j'en fais jamais. J'ai jamais fait ça. Ben moi, j'aime ça quand même, mais c'est pas inné chez moi de réaliser ce genre d'intervalle-là. Mais quand tu y penses, ça fait du sens. Puis on en parlait tantôt d'un autre type qui reproduit un peu ce phénomène-là là, dans les navettes, là, justement, là, qui sont intéressantes. Donc, la définition du fast start, comme vous l'avez un peu compris, c'est de partir vite, puis après ça, stabiliser à un tempo, on va dire. Et contrairement au preload classique, ici, le preload est intégré dans l'effort continu lui-même. Dans le fond, ça les différencie un petit peu. Donc, un départ agressif et tempo après. C'est la définition pure. Objectif physiologique, un peu les mêmes que le preload, là, de faire monter la cinétique, le pourcentage de VO2 au début, puis
surfer un peu là-dessus pour le reste de la séance. Augmenter le stress métabolique en restant sous une intensité qui est contrôlée. Donc, tu imposes un coût initial élevé et tu apprends à tenir proprement après, on va dire. Et améliorer la tolérance au départ rapide, ce qui peut être très fréquent dans un environnement de course, on va dire. Exact. Les gens qui s'excitent sur la ligne de départ, qui sprintent au début. Très pertinent en course à pied, triathlon, vélo et beaucoup de sport. Donc, travailler une stabilisation après un départ agressif. Des bons exemples, on en a parlé, là, le premier qu'eux ils suggéraient que je trouve très intéressant, donc le 5x5 minutes, départ agressif, tempo ensuite. Après ça, encore une fois, l'imagination, toujours en essayant de... C'est là que peut-être un bon coach et un bon kin vont faire la différence pour prescription et pas, mettons, je me prescris toujours moi-même mes intervalles, pour pouvoir être capable de mesurer cet équilibre-là. Donc un 4 à 6 fois 8 minutes qui est divisé en 1 à 2 minutes à zone 5, 4 à 5 minutes justement en zone 3, récupération 2 minutes. Donc, mettons, non, j'ai fait un mauvais calcul, c'est 1 à 3 minutes, zone 5 et 5 minutes, zone 3 après, récupération 2 minutes. Donc, ça fait un beau fast start aussi. 3 x 12, 2 minutes à un peu plus élevé que LT2. Fait que, mettons, j'aime ça appeler ça vitesse critique, là, entre le VO2 max et le LT2. Puis ensuite, on stabilise un 10 minutes à zone 3. Fait que plus l'intensité est longue, plus ton fast start devrait être un petit peu plus contrôlé ou court. Là. Fait que si tu fais un 10 minutes, fais peut-être 1 minute zone 5. Puis, tu sais, les 12 minutes, 2 minutes, 10 minutes, c'est du stock. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des 4, tu peux faire des 3 aussi, là, si tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Ensuite, un autre exemple, c'est encore plus long, sur un continu, 30 minutes continu, donc 5 minutes de un petit peu plus que LT2, donc vitesse critique, 25 minutes tempo après, que tu stabilises. Ou un prog qu'on va appeler régressif. Donc, un prog, c'est quoi normalement? C'est qu'on va partir plus lent puis augmenter de plus en plus la vitesse. Mais là, on fait l'inverse. Fait qu'on part, tu fais ton 30 minutes, tu pars sur ton pace, mettons 10, 5, puis tu vas régresser la vitesse plus les minutes avancent. Fait que c'est quand même intéressant comme philosophie. Puis tu vas remarquer justement que les fréquences cardiaques vont demeurer un petit peu plus hautes très longtemps, là, justement, contrairement à l'autre que ça prend du temps avant qu'ils vont monter. Donc, excellent pour les épreuves ou les sorties qui sont longues, justement. En vélo, souvent, on va faire des intervalles un petit peu plus longs. Là, fait qu'il y a un classique, mettons, un 2 x 20 minutes. 105-110% de ton FTP sur 2 à 3 minutes. Puis après ça, tu fais les restes à 85-90% de ton FTP, qui sont vraiment très intéressants. Fait que fast start interval, fast start tempo ou fast start interval. Que moi, je vais faire personnellement plus souvent. Ah oui, c'est vraiment, parce que c'est... Juste ce que tu disais par rapport à la perception d'effort aussi, ça, c'est plus payant, puis ça passe mieux. Ouais, 100%. C'est quand même fou, là. Petite gorgée. C'est vendredi. C'est vendredi pour tout le monde. Même pour les coachs. Ouais, exact. On prend de la bière sans alcool, par exemple. Vu qu'on est sérieux. On s'entraîne sérieusement ici. Donc, troisième type d'intervalle, le lactate shuttle. Est-ce que tu fais ça, le lactate shuttle? En vélo, si on le traduit navette lactate ou navette des seuils lactiques. Ouais. Sur Zwift, ils me le font faire des fois. Ah ouais, hein? Ouais. Quand je prends les entraînements Zwift, là, où est-ce que dans le fond, c'est un peu du over-under du seuil, du LT2 dans le fond, essentiellement. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'après ça, on va le définir, le over-under, parce que je sais que les cyclistes connaissent l'over-under. Ils vont me dire, bon, il va parler de l'over-under, on sait c'est quoi. Mais souvent, les coureurs, peut-être un petit peu moins, justement. Là, fait qu'on va le définir. Mais à la question, c'est quoi la différence? Je le sais pas. Fait que, OK, bon, let's go. Moi, en fait, il y a plus, honnêtement, il y a beaucoup de définitions. Ouais. Fait que ça peut être du over-under. Mais si on les catégorise un petit peu plus, c'est que le lactate shuttle est un concept où l'on utilise volontairement l'alternance d'intensité pour produire du lactate, puis l'utiliser, le recycler pendant un effort actif. Ouais. Un peu le principe du over-under, justement. Autrement dit, le lactate n'est pas vu comme un déchet, mais comme un carburant intermédiaire, ce qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts. En entraînement, une séance de lactate shuttle alterne généralement une portion au deuxième seuil et une portion au-dessus du deuxième seuil ou au deuxième seuil, il y a une portion au-dessous du deuxième seuil, plus proche du premier seuil. Donc, zone 3, zone 2 haut, zone 3. C'est ça, exactement. Fait que, mettons, moi, comment je le définis, parce que je veux faire la distinction avec le over-under. Le over-under, c'est que tu vas un peu en haut, un peu en bas de ton seuil. Exact. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu vas au seuil,
Puis après ça, tu drops en bas pour utiliser le lactate Exact. que tu as en énergie. Exact. Fait que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est, si on veut différencier les deux un peu plus proprement, quoique, bon, il y a plein de coachs dans la vie puis ils ont plein de définitions, mais mettons qu'on prend notre définition, ça serait LT1 et LT2. Exact. Fait que c'est des variations. Du temps à LT2, du temps à LT1. C'est ça, puis ça va avoir souvent sur un intervalle qui va être un petit peu plus long, là. Fait que, parce que vu qu'on passe du temps à LT1, on veut que ce soit un petit peu plus pas agressif en termes de temps, mais plus long. T'sais, le fond physiologique là-dessus, c'est qu'on cherche à améliorer la capacité à produire et à réutiliser la clairance, on appelle ça la clairance en mouvement, la clairance du lactate en mouvement, la tolérance aux fluctuations, un peu comme le over-under ou le fartlek, le maintien de la performance malgré des transitions d'intensité qui vont être marquées quand même. Et justement, la différence avec le over-under qu'on va dénommer plus tard, c'est que le over-under, c'est généralement autour du LT2 et le lactate shuttle, ben, il va y avoir des plus grandes variations LT1, LT2. Principalement LT1, LT2, disons-le comme ça. C'est des longs intervalles. C'est des longs intervalles. Ouais. Donc, pour un exemple débutant, qui ne sera pas si long que ça, on va dire, mettons, un 3 à 5 fois 6 minutes. Et le 6 minutes est composé de 2 fois 1 minute à LT2, 2 minutes à LT1, 1 minute à LT2, 2 minutes à LT1. Ça te fait ton 6 minutes. Tu fais une récupération de 2 minutes. Fait que c'est une charge un peu... 1 minute, j'essaie de charger mon lactate, disons-le comme ça, puis 2 minutes, je le recycle, 1 minute, bon, etc. Niveau intermédiaire, 3 à 4 fois 10 minutes. Donc, 5 fois, par exemple, il y a plein de variations, 5 fois 30 secondes à LT2, 1 minute 30 à LT1. Fait que, on alterne ça sur le cycle de 2 minutes 5 fois, on récupère 3 à 4 minutes, ou même juste du 2 à 3 minutes. Et un avancé, ce qui est ma préférée, on va étirer ça sur des 15, des 20. Puis moi, j'aime ça l'intégrer dans des longues sorties parce que justement, ça te fait passer... La charge mécanique n'est pas trop élevée à LT1. Tu sais, le LT1, c'est plus lent que ton pace marathon. Pour des coureurs débutants, ça peut être ton pace marathon même, mais mettons que tu es un coureur un peu plus intermédiaire, avancé, ça va être un petit peu plus lent quand même, mais pas beaucoup. Mettons, mon pace marathon, c'est 3,33. Mon LT1, c'est 3,45, 3,43. Fait que peut-être un moins 10. Mon LT2, ben, c'est plus 3,13, 3,15. Théorique. Après ça, en pratique, on verra. Là. Fait que 3 à 4 fois 15 minutes. Fait que tu fais 5 fois 1 minute LT2, 2 minutes LT1, récupération, 5 minutes. Fait que ça te fait 1h20 total. Fait que tu passes plus de temps au LT1. Ouais, tu vraiment. passes 2 fois plus de temps au LT1 qu'au LT1. Puis pour l'avoir fait directement ce matin, parce que c'était l'entraînement de ce matin, au crew, on a fait plus court un peu. On a mixé, on a fait des 6 minutes et des 15 minutes. Mais le 15 minutes, à la fin, tu te rends compte que la fréquence cardiaque, elle ne redescend pas de temps que ça. Puis elle reste en milieu zone 3. Au début, elle redescend. Fait que LT1... Sauf que le stress mécanique n'est pas de la zone 3. C'est vraiment pas de la zone 3. Puis c'est vraiment moins difficile. Tu sens que c'est easy, mais tu regardes tes fréquences, tes yeux devant les yeux, puis tu es comme, OK, à la fin, ça reste en zone 3 très longtemps. Là. Fait que c'est des bons efforts quand même. Très spécifiques pour apprendre à redevenir économique, justement, sans vraiment jamais récupérer de ton effort. Moi, je l'appliquais pas beaucoup avant, puis cette année, j'ai commencé à l'appliquer un petit peu plus, puis j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Ça fait passer des longs... Ça fait passer le temps, un peu plus facilement. Fartlek. C'est ça que j'allais dire. Ça ressemble un peu au fartlek, là, ce qu'on parle. Ben, oui, puis non. C'est une autre affaire. Ça se ressemble toutes. Ça se ressemble toutes, mais c'est quand même toutes des affaires un peu différentes. C'est quoi le fartlek? Le fartlek, c'est... Ma seule connaissance du fartlek, c'est les Kenyans, là, les Kenyans là, qui font leur fartlek, leur fameux le fartlek kenyan. Qui est du 1 minute. Ouais. 1 minute, eux autres, c'est genre 1 minute 2,50, 1 minute 3,20. Ouais, exactement. Mais c'est à peu près ça, 1 minute. Fait que dans le fond... Pendant des longues périodes de temps. Exactement. Fait que, tu sais, la vraie définition de fartlek, ça s'appelle jeu de vitesse. Fait que tu fais une espèce de variation de vitesse, mais souvent, ça va incorporer des vitesses plus élevées, là, justement, que la navette lactate ou que le over-under ou des trucs comme ça. Donc, c'est une science non strictement linéaire où l'intensité varie fréquemment avec des portions plus rapides et des portions un petit peu plus faciles. Ça peut prendre énormément. T'sais, le fartlek, ça peut englober tout ce qu'on a dit. Ça peut englober un peu n'importe quoi. Là. Des sprints de poteau, tu fais des tempos avec des sprints de poteau, c'est du fartlek. Des trucs comme ça. Fait que le fartlek va être assez libre. À l'origine, c'est assez libre, mais en pratique moderne, ça peut être quand même structuré. L'idée clé, c'est d'alterner le rythme sans récupération passive complète, souvent avec une dimension plus organique. Fait que, mettons, on en fait souvent en ski de fond. Nous, on va placer aléatoirement des cônes sur un parcours de 10 minutes.
3 fois 10. À chaque fois que tu vas le compte, il faut que tu fasses un 20 secondes très, très intense. Ben, pas à maximal de tes capacités, mais mettons oui à 100% de ton VO2, puis après ça, tu redescends en tempo, puis tu continues. Fait que c'est un peu plus organique, on va dire. La course en trail, c'est un petit peu ça. Là. C'est un peu ça aussi, oui, exactement. Si tu fais un tempo en trail, ça va être un fartlek. C'est du fartlek, oui. C'est exactement. Rolling, vélo montagne, c'est beaucoup vélo montagne. Là, à chaque fois que tu montes une côte, tu te mets un petit peu à bloc. Le fartlek peut servir à plusieurs choses selon comment l'utiliser. Dans le fond, augmenter le temps passé autour du deuxième seuil, améliorer la tolérance aux variations de vitesse, développer sa capacité à relancer, qui est très importante dans beaucoup de sports comme le cross, le trail, ou tous les sports de peloton tactique, on va dire, travailler la clairance du lactate en mouvement. Donc, s'il est un peu plus intense, on va stimuler un très haut pourcentage du VO2 max très longtemps aussi. Et ça peut être intéressant de l'incorporer des fois en pré-compétition, justement, parce que ça te permet de faire des longs tempos, mais d'aller chercher des pics de puissance qui sont quand même assez élevés. Un exemple, fartlek, spécifique course, on va dire. Donc, 1 minute soutenue. Soutenue, on parle de... zone 3, disons-le comme ça, ou zone 3, zone 4. 30 secondes, on va dire zone 2, 2 minutes, zone 3, zone 4, 1 minute à LT1, on parle de LT1 ici, 3 minutes, 1 minute 30, fait que tu divises par 2 ton repos, puis tu fais juste monter tranquillement jusqu'à des 5, jusqu'à des 6 minutes. 6 minutes, 3 minutes. Fait que c'est quand même intense, c'est très bon pour la gestion d'allure. Un autre que moi j'aime faire personnellement, c'est 3 fois 7 minutes, 3 à 5 fois 7 minutes 30 avec 2 minutes à zone 3 tempo. Vraiment, zone 3 contrôlée, 30 secondes, zone 5, un peu un sprint, puis qu'on répète 3 fois. Fait que 2 minutes, 30 secondes, 2 minutes, 30 secondes, 2 minutes, 30 secondes. Faut que tu contrôles quand même la zone 5. Tu peux pas juste. Non, c'est ça. Il faut que tu contrôles parce qu'il faut que tu te ramènes après. Exact. Fait que, tu sais, mettons 100% de ton VO2, c'est quand même un bon target, je pense. Là. Puis moi, c'est ça que je vois dans le fartlek. C'est vraiment comme aller chercher presque 100% de ton VO2 sur un court laps de temps, puis après ça, revenir. Mais encore là, ça peut être utilisé à plein de sauces. Là. C'est plein. Puis là, après ça, tu as les fartleks caniers, comme tu dis, les 1 minute, que tu fais à l'infini ou presque. 25 kilos. Oui, c'est ça. C'est assez intense. Là. Plus orienté justement sur le VO2, l'économie de course à haute vitesse et la durabilité, là, disons-le comme ça. Et c'est ça. Il y a plein d'autres variations qu'on peut s'amuser. Donc, le but du fartlek, c'est un peu diminuer la monotonie et s'amuser. Exact, être organique un peu. Over-under. Over-under, définition du over-under, on l'a dit tantôt, consiste à alterner de façon répétée un segment au-dessus de LT2, deuxième seuil, un segment juste en dessous du LT2, sans vraie récupération. Bref, des variations légères autour du deuxième seuil. Donc, c'est vraiment, moi, comme je le représente, c'est souvent une vague qui est un peu plus, justement, smooth. Le fartlek, c'est comme des vagues, mais des bons pics. Là. Puis un peu le navette aussi, mais version plus basse un petit peu. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tu passes au-dessus du seuil, puis tu redescends juste un petit peu plus bas. C'est un des formats les plus efficaces pour travailler la gestion du lactate, un peu à l'instar des navettes lactate, on va dire. Là. Donc, tu t'apprends vraiment à gérer parce que tu produis juste ça un petit peu. Plus que tu es capable de tolérer. Après ça, tu vas juste en dessous puis là, pour maximiser ta clairance. Puis là, tu remontes un petit peu. Puis c'est vraiment excellent là, de jouer autour de ce seuil-là. Ça augmente la tolérance à l'acidose, l'accumulation des métabolites. Ça augmente aussi la capacité à maintenir un haut débit oxydatif malgré des fluctuations. Et voilà. Donc, amélioration du deuxième seuil. Plus. Et des exemples de ça. C'est quoi ton préféré over-under? Moi, j'aime ça faire des chiffres impairs. Ouais. Puis avec le over étant au début. Ouais. Fait que mettons c'est un 5 minutes, ben tu vas faire tout le temps plus de over que de under. Ouais. Tu sais, dans les refs. Fait que mettons, le 5 minutes va être over 1 minute, 1 minute en bas. Moi, je suis complètement 1 minute l'opposé. en haut, 1 minute en bas, 1 minute en haut. OK. Fait que là, tu viens de faire 3-2. Puis, ou l'inverse, ou mettons 7, tu fais 4, 3. Ouais, je comprends, ouais. Fait que ça, c'est par bloc d'une minute tout le temps. Par bloc d'une minute, ou tu sais, des fois, c'est des 2 minutes aussi. Mais mettons, je veux pas que tu bragues ou que tu dises ton FTP, mais ça correspondrait à quoi, mettons, pour toi en termes bike? Ouais. Mettons 95, 105, 95, 105, ouais, 95, ce serait genre, je sais pas, 2 minutes à 335, 340, 2 minutes à 295, 300, mettons. Là, tu alternes comme ça. Ouais, là. c'est ça. Ouais.
Fait que c'est ça, dans le fond, en pourcentage de FTP, ça doit te donner ça à peu près. 95, 105. Ouais. Tu peux varier un petit peu, mais ça devrait se situer autour de ça. Le classique 1 pour 1, ben, mettons, on fait un 4 x 8 minutes, 2 fois 2 minutes au-dessus, 2 minutes en dessous, 2 minutes au-dessus, 2 minutes en dessous, 2 minutes au-dessus. Récupération, diminuer de la moitié, tu fais 3-4 minutes de récupération, c'est parfait. Sinon, tu peux y aller par des blocs un peu plus courts. Fait que des 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Excuse-moi, 6-3, mettons. Fait que mettons, je fais un 8 minutes, je fais 4 minutes de rest. Ouais, 3-4 minutes de rest. Après ça, c'est des versions 2 minutes. Tu peux faire des versions 1 minute, fait que 4 fois 1, fait que ça te fait ton 8 minutes. Fait que tu peux totaliser un temps d'effort qui est plus long aussi, selon ton expérience. Fait que mettons un débutant, un temps d'effort entre 20 et 25 minutes, un intermédiaire entre 30-40, puis un avancé peut aller jusqu'à 40-50 minutes là, facilement. Mais facilement, pas facilement, c'est lourd. Puis après ça, tu peux y aller encore plus agressif avec des 30, des 30, des 30. Mais là, la variation, elle arrive vite, mettons, disons-le comme ça. Le classique, 2 pour 1 à 4 pour 1. Qu'est-ce que j'ai noté par rapport à ça? 3 fois 12 minutes, récupération 3 minutes. 4 fois 2 minutes over, 1 minute under. Et ça, c'est agressif. Ça, c'est tough, là, ouais. Ça, c'est du 2 pour 1. Faudrait que le 1 soit un petit peu plus lent. Ben, même le 2 un petit peu, tu sais, tout un petit peu décalé, mettons, 103, 83. Je pense qu'idéalement, tu peux y aller avec une fréquence cardiaque un peu, là, selon moi, genre, je veux pas trop dépasser mon deuxième seuil. Fait que si je vois qu'à la fin, j'explose complètement mon deuxième seuil, ben là, je vais ralentir un peu pour rester dans cette fluctuation-là, justement. Et le 4 pour 1, 2 fois 20 minutes, récup 5. Tu peux allonger à 10 si tu veux. Récup 5, c'est quand même bien. 8 qui correspond à 8 fois 30 secondes à 110% du FTP. 2 minutes à 95% du FTP. Lui, il est un petit peu plus mollo quand même. C'est parfait. Mais tu peux varier un peu. Si tu es débutant, peut-être plus de under que de over. Si tu es expérimenté, peut-être plus de... Puis là, tu joues avec la durée. Là, fait que si tu passes beaucoup de temps over, ben peut-être moins de temps total, etc. Mais c'est des bons entraînements. Moi, j'adore ça. Ça te permet de faire des beaux... Ici au crew, vous en faites souvent. Oui, on en fait quand même souvent. Puis c'est pas appliqué beaucoup dans le monde de l'athlétisme. On en parlait avec Félix-Antoine, puis lui, il disait qu'il ne le faisait pas. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Il y aurait peut-être des bénéfices à c'est sûr que, mettons, moi, je le fais sur la piste des fois. C'est plus facile dans le sens où tu peux faire, mettons, je le time en termes de 400. Fait que je fais un 400 over, un 400 under, un 400 over, puis c'est tough. Là. Je fais la même chose en fartlek. Là. Souvent, je le fais en 400. Fait que 400 zone 5, ce qui est tough, ou 200. Après ça, je fais un 600 ou un 800 contrôle, puis je recommence. Fait que sur une piste, ça se fait quand même assez bien aussi. Puis c'est comme on a dit, ça t'apprend à ton corps à gérer un petit peu plus le lactate. Et, puis le pacing aussi. Le pacing, c'est important. Être capable de savoir, OK, là, c'est quoi 3.30? C'est quoi? Ça fait le comment 3.30? Ça fait le comment 3.50? Oui, puis alterner les deux. C'est ça, facilement. Là. Exactement. J'adore. Donc, voilà. Sinon, il y en a tellement là, des intervalles. Je vais t'en nommer quelques-unes autres, puis on va en discuter pour le plaisir. Mais les thresholds, tu sais, le threshold très classique. LT2, on essaie de maintenir un peu haut en bas. À LT2, récupération courte. Objectif physiologique, passer du temps à LT2, clairance du lactate, on l'a dit. Donc, des bons exemples, des 5 fois 2 minutes, proche de LT2, récupération courte, 1 à 2 minutes, ça peut suffire des fois. 4 fois 10, si on est un peu plus expérimenté. Si on est à course à pied, ça peut correspondre à pace demi-marathon, pace 30, disons-le comme ça, avec une récupération qui est aussi courte. Des longues séances, ça peut être des 3 fois 15, justement, autour du LT2 ou juste un petit peu en bas. C'est plus monotone un peu, c'est un peu plus plate. Je sais pas si t'en fais quand même un petit peu de ça aussi. C'est surtout ça que je fais. Ah ouais, hein? Pas d'autre chose. Bon. Séance plus classique, très intéressante aussi, mais comme on le disait, des fois d'amener des variations un petit peu plus agressives, ça te permet d'être plus efficace au niveau cinétique, VO2, etc. Fait que ça peut être intéressant à intégrer. Le float interval ou le interval with float recovery. Parle-moi de ça. David Roche, il prescrit beaucoup ça. Ouais, le float interval. Sauf que si tu sais pas c'est quoi, comme moi, c'est difficile de prendre un training, faire OK, là, c'est que 1,5 kg seuil, après ça, 500 mètres float. Ouais, float. Là, tu fais, c'est float, c'est comme un état d'esprit plus qu'une façon de courir. Là. Fait que, vas-y, le float interval, définition, ce sont des intervalles où la récupération n'est pas facile. Donc, au lieu de faire vite et très facile, zone 1, comme par exemple
pas du over-under, mais oui, du Ouais. over-under, où on va faire toute la récupération à zone 1. C'est que toujours ta récupération se fait plutôt soutenue. Ouais. Donc, la récupération flotte à une intensité utile. Ouais. Donc, un petit peu comme un peu, on pourrait dire, le navette lactate, où tu vas prendre une récupération au final, mettons, à la fin de ton 15 minutes, tu prends une Ouais. récupération avant de commencer ton deuxième 15. Là, ton LT2, ton LT1, ça devient un petit peu ta récupération, puis tu flottes là-dessus pour, sans nommer de nom, un des experts dans le domaine qui est un très bon ami à moi, c'est Guillaume Rioux. Ah ouais. Excellent sur Excellent le sur le floating. float. Lui, c'est un bon flotteur. Là. Lui, des fois, je fais des intervalles avec, puis la récupération, c'est Il flotte. 4 flats, 4 Ouais, flats, ouais, 4 ouais, 10, puis tu sais, on maximise, puis c'est une bonne méthode. J'aime ça. J'ai j'aime fait ça. un training l'autre fois sur Zwift. Zwift m'avait proposé ça, puis c'était 2 minutes. Pour moi, c'était 2 minutes à 340 watts. Fait que Ouais. genre, c'est ça, là, à peu près 105, 110, mettons. Là. Puis, non, 330, excuse-moi. Fait que c'est ça, 105, 110 à 330. Puis, 2 minutes, 1 minute Ouais. pendant 15 minutes. Fait que 5 fois ça. 5 Ouais, fois ouais. 2 minutes, 1 minute. Sauf que le 1 minute, il était... Fait que le 330, il est quand même, tu sais, il est pas facile. Fait que Ouais, tu finis le ouais. 330, t'es quand même déjà bien Activé, entamé. là, ouais. Puis la récup était à 210 watts, ce qui est quand même... Faut que tu travailles, là. Fait que c'est quoi? Mettons, c'est combien de pourcentage de ton FTP? 75, c'est une bonne question, c'est une bonne 78? question. 75, genre. Ouais, exactement. Fait que Dans ce c'est coin-là. comme... tu travailles. C'est ça, ouais. Mettons, si tu me demandes, Premier fais 210 seuil. watts, je vais être easy pour faire 210 watts. Ouais, Fresh, là. Tu sais, ça va être relax. Je serais capable de faire ça pendant des heures, là. ouais. Mais là, tu back down d'un 330 puis tu pèses ses pédales Ouais, quand même ouais, c'est encore. ça. Tu sais, fait que, Fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, si on veut mettre ça... Fait que les 15 minutes faisaient que mon heart rate, Ben, il restait haut. il descendait pas Non, jamais. c'est ça, là, exact. tu sais. Fait que tu sais, si on veut mettre ça plus clair pour les auditeurs, ben peut-être que le float interval, c'est justement ça. C'est, mettons, peut-être tes récupérations sont à LT1 tout le temps. Ouais. Puis c'est ça ta séance. Fait que si Ouais. ta séance d'intervalle elle dure 45 minutes, toutes tes récupérations sont à LT1. Fait que tu sais, c'est un peu pire que la lactate shuttle, là, où demander une vraie récupération. Là, Ouais. t'en as Là, pas t'en as pas, là, vraiment. c'est ça, ouais. là, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant pour maintenir un haut pourcentage, comme on disait tantôt, ce qui est réputé comme étant des bonnes séances. Il y a un training Très sur long. Zwift, il s'appelle Geraint Thomas GC Rider. Puis c'est un entraînement que Geraint Thomas Ok. a donné à À Zwift. créer, ouais. Puis c'est vraiment ça, là. C'est comme tout le rest et tu pèses ses pédales. Puis là, Ouais. tu joues dans les zones, dans les intervalles, mais tout le easy, ce que d'habitude est dans zone grise, là, mais là, tu es dans zone bleue, puis tu pousses. Là, Ouais, tu sais. c'est ça, exactement. Pendant 1h15. Là, Exactement, genre, mais c'est s'arrête ça, pas. exact, c'est du float interval, exactement. Fait que, mettons, un bon exemple, ça serait, mettons, tu peux faire, ben là, après ça, c'est l'imagination, là, mais on va dire 10 ou 5 fois jusqu'à 20 fois, 1 minute à zone 5, 1 minute à LT1, Ouais. puis là, tu rides là-dessus. Ça ressemble un peu au fartlek kenyan, mais tu sais, c'est un peu moins intense, je pense, parce qu'eux, Ouais. ils le maintiennent là, Ouais, jusqu'à ouais. temps que Mort s'en suive, ou presque. Là, c'est que ta récupération à float LT1, c'est ça, Ouais. disons LT1 ou un haut pourcentage de ta zone 2. Un 6 fois 3 minutes, zone 5, 2 minutes float, zone LT1. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est une longue séquence que tu restes actif. Et après ça, tu peux faire plein de variations, des 30 secondes très intenses, 30 secondes float, 30 secondes très intenses. Fait que, mettons, moi, ça correspondrait à, genre, je vais à 3,10 ou à 3 flats. Après ça, je fais 30 secondes à 3,40. 4 flats ou à 3,40 là, dans ce coin-là, puis je recommence pendant 20, 30 fois ça. Fait que c'est quand même intéressant pour monter la fraction de VO2. Les fréquences, ils descendent pas. Fait Ouais, que exact. c'est très, très cool. Un autre type, le broken spécifique ou le race pace interval. Donc, c'est quoi la définition? Puis ça va aller à l'encontre un peu de ce qu'on dit, dans le sens, est-ce que plus dur est meilleur, oui Ouais. ou non? C'est simplement un effort continu cassé en bloc avec des récupérations courtes qui cumulent un certain pourcentage de temps ou de distance totale de ton épreuve que tu vas réaliser. Fait que si tu fais un 5 kg, ben on veut passer le plus de temps à ton allure 5 avec une distance totale qui va équivaloir à 50, 70, 80% de ton 5 km. Ouais. Puis chez les élites, du 100, du 110% de leur distance totale avec du broken, dans le fond, là, du brisé qu'on appelle du cassé. 4 fois 1500.
repos, genre, 30, fait 40 que ça te donne secondes. un 6000, pace 5, Ouais. repos 1 minute, 30, Repos 1 minute, genre une affaire comme ça. Là. Tu sais, des En courts natation, on repos. faisait ça souvent. Ouais, exactement. Fait que ce sont des intervalles calibrés à l'allure très précise de la compétition ou à la puissance, à la vitesse ou à l'intensité, peu importe, de la compétition cible. Pas nécessairement plus vite, pas nécessairement plus dur, mais très spécifique à Ouais. ce pace-là, exactement. Donc, l'objectif physiologique, ben, c'est d'améliorer l'économie à l'allure cible parce que c'est très important de le faire de temps en temps. Tu sais. Ouais. Si tu fais un 5000 mètres puis que tu fais juste du pace marathon, à moins que tu sois un très débutant qui fait juste continuer à s'améliorer de toute façon, ben, c'est sûr que si tu es un marathonnier puis tu vas faire un 5 kg puis tu n'as jamais fait de pace 5, tu vas avoir un petit 2 minutes, tu vas payer tes taxes au coin, là, c'est sûr Ouais. et certain. Fait que développer la durabilité spécifique à la séance, solidifier le pacing et l'aisance à l'allure spécifique, et aussi préparer le cerveau et les jambes, donc la mécanique, très importante. Donc, ce qui le distingue, en fait, c'est que c'est très rentrable, proche de la compétition. Ouais. C'est souvent mettons, un broken ou un race pace interval intéressant pour le demi-marathon, ça serait un 5 à 7 fois 2 km demi-marathon avec 1 minute et demie de récup. Un autre exemple, 15 fois 1, 20 fois 800, puis Ouais. tu sais, des courtes récupérations. En natation, vous faisiez quoi comme Mettons, exemple? si ton épreuve, c'est tout dépendant, c'était quoi ton épreuve, mais si c'était un 200, tu faisais un 200 avec des 10 secondes de rest. Ouais, Fait exactement. que c'était genre, mettons que tu fais 2 minutes au 200, là, ben c'était 4 fois 30 secondes. Mettons que ton Ouais. pace c'est 30 secondes. Tu Ouais. fais 30 secondes, tu prends 10 secondes, tu fais ça 4 4 fois, exact. Puis là, tu le fais plusieurs fois aussi dans l'entraînement parce que pourquoi on faisait ça? C'est une bonne question. En fait, parce que proche, c'est moins de volume aussi. Là, tu Ouais, sais, c'est c'est ça. comme ça te prend 2 minutes. Là, proche de la pas- compétition, c'est intéressant. Ouais. Mettons, en début de préparation, je pense pas que c'est intéressant. Non, mais... on faisait pas vraiment Non, ça. c'est On faisait ça. ça plus spécifique là, Ouais, en s'approchant. exactement. là, ouais. Fait que, tu sais, je pense que si tu es déjà un bon coureur, on va dire, si tu fais une distance qui est courte, 5 km c'est pas court, mais dans notre tête c'est un peu court, ben, tu peux aller un petit peu égal à la distance, 90% de la distance ou un petit peu au-dessus. Puis Ouais. si tu fais, mettons, du spécifique demi ou marathon, c'est presque impossible que tu fasses 100%. Ouais, c'est ça, exact, là. Fait que là, on est exact. plus dans le 70, 50%. Ouais. C'est déjà beaucoup. Marathon, 40%, c'est pas mal Ouais. déjà. Là. Tu sais, sinon, À commencer à faire des intervalles de 21 kg d'intervalle dans ton training marathon, mais en tout cas, c'est du ça se stock. fait. Là. Ça se fait, mais Ouais. c'est du stock en Ouais. maudit. Fait que, C'est ta tu sais, dernière grosse souvent, on séance, dit de ne pas courir ton marathon avant ton marathon. Ben là, tu Ouais. l'aurais pas mal Ouais, fait. exact, là, disons. exact, Mais tu sais, exact. mettons, pour un marathon, 3 fois 5 kilos, marathon, 1 minute récup, 2 minutes récup, tu repars. Des Ouais. trucs comme ça, c'est quand même très intéressant. Et après ça, ben, il y a les grands classiques, là, les micro-intervals, ou ben non, les short intermittent intervals, là, tu sais, les fameux 30-30, 40-20, 15-15. On en a parlé un peu au début. Ça reste des formats qui sont très bons. Souvent, c'est moi, ce que j'ai remarqué, puis que je faisais même quand j'étais jeune coach, c'est facile de prescrire ça parce que c'est tough. Ouais. Puis mais tu sais, quand on regarde l'intérêt physiologique, on se rend compte justement que, oui, faisant, mais fais un 3000 mètres avant ou fais un Ouais. 10 minutes avant, puis ça devient encore plus intéressant Ouais. parce que le RPE va être diminué et la charge physiologique est augmentée, donc ça devient très intéressant. C'est souvent des intervalles qui sont prescrits pour casser un athlète ou lui faire mal, mais la pertinence, des fois, est remise en question. Ça reste des bons... Je dis pas que c'est pas bon d'en Ouais. faire, là, c'est bon d'en faire, mais des De fois... se mettre un petit preload. Là, Ouais, c'est ça. Mettre un preload ou varier aussi. Là. Des 30-30, c'est Ouais. beau, mais ça fait, des fois, ça fait pas le travail qu'on veut. Et, Mais aussi de faire, mettons, à la place de viser le 30-30, là, pour Ouais. les gens qui m'écoutent juste en audio, le 30 à 115, Ouais. puis le 30 de repos Ouais, à zone 60%, Ouais. ben de viser le 30 de repos float, mais le 30 au-dessus, tu sais. ouais, Fait que faire des exact, ouais. 30-30, mais plus en mode... je sais pas, une des intervalles qu'on Ouais, parlait, c'est là, ça, genre, genre navette, fartlek, mettons, là, ouais, c'est ça. ouais, Fait que faire un 30-30 avec les repos en float, là, Ouais, c'est ça. ouais, pendant ça- plus longtemps. c'est Fait ça, que là, le exactement. heart rate reste plus élevé plus longtemps. Exactement. Mais encore une fois, Sur tu du tant long qu'à terme. faire ça, mais un petit 5 minutes de build au début. là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est des mentalités. Là, fait que Ouais. c'est bien correct. Les pyramides intervals, ça a été très populaire là, dans les années 90, début 2000. Est-ce que tu connais ça un petit peu? Je me doute de Ouais, c'est ça. là. Là. Fait que dans le fond, tu sais, les fractions augmentent puis diminuent progressivement. Ouais. Fait que théoriquement, ça reste plus de la zone 5 qu'on va faire. Fait que, mettons, un exemple très classique, c'est 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, avec une récupération qui est toujours la moitié du temps d'effort. Fait que si tu fais 1 minute au début, 30 secondes rest,
actif, mais zone 1 très, très mollo. 2 minutes, 1 minute reste, 3 minutes. Puis là, est-ce tu que montes, ta tu redescends. vitesse reste la même? Théoriquement, la vitesse C'est reste ça, la même. c'est ça, ouais. Fait que ton pourcentage est Fait toujours que le la même. 1 minute est correct, mais après ça, Mais c'est ça, là, tu sais, ton pic arrive au milieu de la séance puis redescend après. Par contre, le 1 minute de la descente, le final, il est quand même très C'est tough ça, comparé exact. aux 1 minute du début. Ouais. Fait que probablement que ton pourcentage de VO2 il est quand même très élevé tout le temps, mais à voir justement si c'est un bon mode comparé à ce qu'on a dit de juste te preloader puis faire une bonne séance après. Après ça, tu as d'autres exemples classiques comme le 2, 4, 6, 4, 2, puis là, tu peux en inventer autant que tu veux. Et un autre que moi j'aime prescrire et que je fais des fois, c'est le progressive ou le negative split interval. Est-ce que tu pratiques ça un petit peu? Non, pas vraiment. Non, jamais. Hein. Non. J'ai rarement vu faire Non. ça. Chaque intervalle devient un peu plus rapide, plus puissant au fil de la séance, où chaque répétition elle-même est progressive. Donc, ça peut être un long intervalle où on va progressivement augmenter l'intensité. Ça peut être des blocs d'intervalle, mettons des 4 minutes, on en fait 10, mais à chaque fois, on augmente un petit peu. Fait qu'on commence à 80%, puis on finit à pas 100%, parce que c'est presque impossible, mais de plus en plus difficile. Ou dans la même intervalle, mettons, je fais un 4x10, puis ma première minute est tout le temps plus facile, puis ma dernière est tout le temps plus dure. Recovery, puis je recommence, dans le fond. Là. Donc, objectif physiologique très utile pour apprendre à finir fort et ne pas partir trop vite pour les athlètes qui ont cette tendance-là. Améliorer ta gestion d'effort, ta gestion des allures aussi, travailler la durabilité sous un état de fatigue, éviter les séances trop glycolytiques trop tôt. Fait que éviter d'utiliser toutes tes fibres rapides au début, puis garder ça en réserve justement pour la fin. Des bons exemples, c'est justement des 5 minutes, 5 x 5, avec 1 minute un petit peu plus bas au début, 1 minute plus, 1 minute plus, fait que progressif, 4 x 8, même chose. Ou tu le fais sur un 30 minutes continu. Félix, il adore ce genre de séance-là aussi, où on commence plus mollo. Puis on va, comparativement à tantôt, ce qu'on disait, là, l'espèce de... C'était-tu dans le preload? Non, c'était le fast start. Fast start, il y a un long fast start de 30 minutes où on va dégraisser. Fait que c'est totalement l'opposé, finalement, ce qui est très intéressant. Mais selon aussi tes qualités à toi, si t'es quelqu'un qui part trop vite tout le temps ou quelqu'un qui part pas assez vite... Mais ça va pas un peu à l'encontre de ce qu'on disait au début. Oui, exactement. De dire, tu passes moins de temps à ton pourcentage élevé de VO2. Exactement. Mais je te dirais que psychologiquement... L'adaptation est peut-être plus mécanique. Ouais, puis au niveau du moral, au niveau du cerveau, être capable de... Hey, ça fait déjà 25 minutes que je progresse puis que je suis capable encore plus de finir fort. Un progressive que moi j'aime bien faire, c'est le 5-4-3-2-1 justement, où on va commencer 5 kg pace marathon, 4 kg pace 30, 3 kg, puis là, le dernier kilo sur une sortie de 25 qui est à pace 5, puis tu as encore le jus étonnamment pour le faire. Fait que ça, c'est un bon exemple de progressif qui te, au niveau psychologique, est super payant parce que tu as fait une sortie de 25, tu as fini le dernier kilo très rapide, puis ça a bien été là, finalement. Là. Puis après ça, j'en avais 7 autres pages, mais là, je me suis dit, là, ça commence à se ressembler un petit peu. On fera une partie 2. Là, fait qu'on fera une partie 2, une saison 2 de ça. Mais c'est vraiment intéressant. Puis le concept du sweet spot, du temps passé au pourcentage, tu sais, trouver l'équilibre entre le temps passé et le pourcentage de VO2. Là, puis comme je le disais au début, c'est pas parce qu'une séance est difficile sur papier qu'elle est efficace. Ben, je veux dire, un 4x4, l'idée du fast start, c'était exactement ça qui est intéressant. C'est comme, OK, ça paraît plus facile, mais techniquement, selon la science, c'est ça. Les gains sont meilleurs. Les gains sont meilleurs. Fait que dans le fond, même si tu as un moins gros pourcentage global de ta vitesse aérobie maximale, ton pourcentage d'utilisation de VO2 est plus élevé, même si à la fin, tu es en tempo. Fait que ça, c'est un peu mind-blowing parce que tu es comme... Mais quand tu le fais, tu le réalises que tes fréquences, ils restent hautes. Tu n'as pas de récupération, fait que ta consommation d'oxygène reste haute. Puis ça fait créer des meilleures adaptations. Puis après ça, c'est de voir le sweet spot entre... Oui, on veut aller chercher des hauts pourcentages de VO2 max, mais on veut aussi la durée, sur un long terme. Fait que oui, c'est correct de faire une fois 4 minutes à 105% ou à 100%, ou à 102, parce que théoriquement, c'est pas mal ta limite. Là. Mais c'est ça, c'est si payant que ça au niveau adaptation physiologique, puis durabilité sur du long pour quelqu'un qui fait, mettons, des efforts de 10 à 3 heures. Là. C'est la question à se poser, selon moi. Puis après ça, on dirait que l'aspect qui reste en suspens avec cette théorie-là de
c'est l'aspect du développement de la puissance. Mhm. Parce que, admettons que tu dis, OK, prenons le fast start, là, selon quoi Ouais. ce serait une meilleure façon de Développer ton VO2, mettons. ton VO2, ouais, c'est ça. Sauf que, est-ce que l'autre façon de faire de quoi de plus stable, fait que, mettons, je vais prendre des chiffres random, là. Fait que de faire un fast start, 300 watts, descendre ça à 280 pendant les 3 minutes 30 qui restent, là. Pour développer le power musculairement dans tes jambes, tu serais pas mieux de faire 290 watts pendant 5 minutes? Ben, théoriquement, non. Mais c'est parce que ça développe le VO2, Le puis VO2. ça développe la capacité aérobique Ouais. et anaérobique. Ouais. Mais quand vient le temps de développer la force musculaire, Ouais. c'est la même théorie? Probablement. C'est ça qu'il faut... Mais à ce moment-là, est-ce que si tu veux être capable de soutenir 290 watts sur, mettons, 5 minutes, si ton objectif, c'est d'améliorer ta puissance, est-ce que t'es pas mieux de faire, mettons, un 30 secondes P-max, 4 minutes 30 de repos? Ouais. Comme un peu la philosophie des strides, là, en course à pied, où Est-ce tu que vas tu chercher serais pas des mieux hauts- d'aller au gym puis faire un Ouais, squat? exact. Si Ben, tu veux développer ta puissance musculaire, la force de tes Je jambes... te dirais oui, mais il y a des études qui prouvent que non. Là, que non, c'est ça. mais- La théorie des strides, fait qu'est-ce que c'est ça? Tu serais mieux d'aller faire des 30 secondes vraiment forts Ouais. à la fin d'un entraînement ou spécifique, là, Ou que ce un soit ton entraînement. ouais, spécifiquement, ouais. que d'essayer d'améliorer ta force musculaire dans un entraînement comme celui-là qu'on vient de discuter. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que c'est plus... Est-ce que, mettons, tu vas être capable de... Mettons, on prend 300 watts. Dis que c'est 300 watts qu'on veut tenir, puis là, tu as le 330, 280 ou tu as le 300. Là. Ouais. Continue. Est-ce que c'est pas plus payant d'aller faire du 240 sur 15 minutes versus du 300 Pour développer la sur... force Ouais, c'est musculaire. ça, exactement. Ça fait que tu vois mon point, là, tu sais. Mais après ça, mettons qu'on prend cette théorie-là puis qu'on theory craft ensemble puis qu'on se dit OK, mais t'es-tu mieux de faire 30 répétitions de squat avec 15 livres de chaque bord ou t'es mieux d'en faire 3 avec 3 plates? Ouais. Ou 3 avec une répétition à 2 RM, puis ensuite tu deloads un peu pour en faire Une troisième. 2 autres à 4 Correct, RM. ouais, c'est ça. T'sais. C'est ça. Puis ce qu'on se rend compte dans la préparation physique, c'est que la répétition à l'échec ou à la répétition à la hauteur de ce qu'on pense qui est notre RM, mettons mon 3 RM, 3 répétitions à 3 RM, la plupart du temps, c'est moins efficace que 2 répétitions à 3 RM ou de une répétition à 3 RM, puis peut-être ajouter d'autres trucs après. Fait que des fois, se garder une réserve un peu, c'est mieux que de le faire au complet, tu sais. Fait que l'idée préconçue qu'on peut avoir de dire faut que tu pousses fort, faut que tu cours vite pour être capable de courir plus vite ou de pousser plus fort. C'est pas nécessairement ça l'équation exacte. Ouais, mais dans le fond, c'est que est-ce que courir vite sur une période moyenne ou courte est mieux que de courir un peu moins vite sur une période un peu plus longue avec des fluctuations? C'est ça la question. C'est ça, exactement. Ouais. Puis moi, je pense on a la réponse, en fait. Moi, je pense que la deuxième est meilleure. ça. Mais à un moment donné, c'est pas noir ou blanc dans le sens que je pense que faut que tu fasses de la période. Puis on va en faire un, là, un coin du geek sur la périodisation en général par bloc, etc. Ouais. Mais justement, tu sais, est-ce que c'est mieux de varier un peu? Puis de faire, mettons, prenons ça très, très radicalement, de faire 80% de tes blocs sur 16 semaines de cette philosophie-là qu'on a dit courir moyen avec des fluctuations, puis un 20% proche, tu sais, qu'on veut là, on va aller race pace, là, on va aller à targeter ce qu'on veut exactement, ou de le faire, mettons, on fait, je sais pas, un 8 semaines, un 2 semaines, un 8 semaines, un 2 semaines. Moi, j'aime beaucoup ça, faire ça, parce que ça casse la monotonie, ça te permet de saturer certains systèmes, les laisser tranquilles, saturer d'autres systèmes, les laisser tranquilles, saturer d'autres, tu vois un peu le principe, puis pas toujours être sur le même... Tu sais, pas toujours être race pace. Sur le même build. Là, on veut être bon sur le pace 5 kg, on fait juste du pace 5 kg. Je pense pas beaucoup qu'il y a de coachs qui font ça encore. C'est beaucoup dans le passé qu'on faisait ça. Mais de varier beaucoup, puis de dire, ben OK, on va faire du pace 21, c'est excellent pour mon 5 aussi. Puis proche de mon 5, je vais faire plus de 5. Puis peut-être qu'à un autre moment donné dans ma périodisation, je vais en faire un peu de pace 5 aussi. Ou je vais faire 400 ou 1 kg P5 à la fin d'un intervalle de pace 21. Des trucs comme ça. Moi, je pense que ça a plus d'impact. Puis, comme on disait, ça te
permet d'accumuler un meilleur Exact. volume. Exact. T'es moins cassé, Exact. ça prend pas 72 heures à récupérer, ça te permet de mettre une longue, tu sais, ça a plus de sens dans ma tête. Puis, il y a la théorie des strides, justement, où une intensité très élevée, très courte, la charge neurale, physiologique est très faible, mais la charge mécanique est très bonne. Donc, ça te permet de continuer à développer la mécanique de course à une intensité qui est élevée, ou la mécanique de vélo, le gros power, de power ou de natation, sans avoir l'impact physiologique néfaste de le faire sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ouais, fait que ça, c'est... Puis c'est prouvé que les gens qui font des strides régulièrement, ben, ils vont être meilleurs après à tenir leur seuil, exact. même s'ils n'en ont pas fait, parce qu'ils ont développé cette mécanique de course-là qui est plus efficace. Ouais. Fait que, d'où l'importance de faire des strides dans ton warm-up, d'où l'importance d'en faire un peu partout. Faites vos strides. Merci, man. C'était voilà. super intéressant. Yes. That's it. Salut.